France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pour la collection et pour l'apparat, la porcelaine au service du prestige, nous voici à Vincennes, aux portes de Paris, là où s'installe une manufacture de porcelaine au XVIIIe siècle, devenue ensuite manufacture royale. Et nous voici à Sèvres, toujours à côté de Paris, et toujours au XVIIIe siècle, là où déménage la manufacture royale. Et nous voici désormais dans les palais, dans les hôtels particuliers où ces porcelaines se déploient en majesté dans le faste et dans le luxe. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une table luxueuse aujourd'hui? Posons la question à un porcelainier. Une table luxueuse aujourd'hui, bien pour un porcelainier, c'est une table où il y a énormément de porcelaine. On change d'assiette avec les plats, on a plus d'imagination, on n'a pas forcément un service de table unique qui est toujours le même d'un bout à l'autre du repas. Xavier Mauduit. Quelle était votre question? Peut-être que c'est là où réside le luxe. Les gens ont toujours attaché un grand prix à leur service en porcelaine et surtout à celui qui est leur beau service. Le cours de l'histoire. Patrick Mollo en 1991 sur France Culture qui évoquait ici la porcelaine, une relation presque charnelle. Viviane Mesqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du patrimoine au Musée national de céramique à Sèvres. Vous êtes co-commissaire de l'exposition Sèvres, une passion Rothschild. Ça se passe au Gobelin, au Mobilier National. Il y a quelque chose de charnel avec la porcelaine. Absolument. Et d'ailleurs, vos premières séances, on l'évoquait, c'est une matière qu'on touche. Ce sont des objets parfois souvent utilitaires, qu'on caresse, des matières qui ont effectivement un côté très charnel. Et il y a aussi des objets de prestige qu'on touche avec les yeux également. Oui, parce qu'il y a de l'émotion avec la porcelaine. Et aujourd'hui, pour nous en parler, Lucie Chopard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art, chercheuse associée à l'École pratique des hautes études. Vous avez réalisé votre thèse sur la collection d'Ernest Grandidier, une collection qui aujourd'hui se trouve au Louvre. Au moment d'évoquer la porcelaine, ce côté charnel, c'est quelque chose qui relie l'individu à ses objets dans le cas des collectionneurs. Et c'est très très fort, hein. Dans le cas de Grandidier, c'est intense. Ah oui, c'est la passion d'une vie. Et aujourd'hui, cette collection, elle est au musée Guimet, au Musée national des arts asiatiques, puisqu'elle a été donnée par Ernest Grandidier au Louvre en 1894 pour sa collection de porcelaine de Chine. Il va en devenir le conservateur, continuer à l'enrichir. Et ensuite, cette collection, elle va être déplacée au musée Guimet dans cette grande réorganisation des collections de l'État après la Seconde Guerre mondiale. Musée Guimet, toujours à Paris. Avec ici cette histoire que nous avons traversée dans les différents épisodes du cours de l'histoire, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Cette porcelaine née en Chine qui se diffuse avec la volonté de l'imiter, et ça a été bien dur, les secrets de la porcelaine enfin percés. Viviane Mesqui, où en sommes-nous au XVIIIe siècle pour la production de porcelaine en France ? Bien, en France, on va voir émerger dans un contexte européen assez dynamique, une vraie course pour développer la production de porcelaine. On va voir émerger un certain nombre de manufactures. D'ailleurs, les plus anciennes, en fait, sont antérieures au XVIIIe siècle. On voit notamment à Rouen, dans les années 1670-1680, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On voit également à Saint-Cloud, donc tout près de Paris, apparaître les premières manufactures de porcelaine tendre, notamment cette, entre guillemets, porcelaine artificielle, cette fausse porcelaine, mais qui, bien qu'elle soit, entre guillemets, artificielle, imite par la palette de couleurs, ces bleus et blancs, et par surtout ce fond blanc, effectivement, cette translucidité, l'aspect de la porcelaine de Chine. Donc déjà, à la fin du XVIIe siècle, on voit émerger un certain nombre de manufactures, une sorte de concurrence comme ça. Et puis, le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle avec notamment dans les années 1730 la manufacture de Chantilly, soutenue par le prince de Condé. Peu après, vous avez la manufacture de Mency, notamment également. Et puis, dans ce paysage très dynamique, je dirais, vous avez quelque chose effectivement qui se passe à Vincennes avec l'installation vers 1740 donc d'une manufacture dans un château royal, un château un petit peu désaffecté, donc à l'est de Paris. Une manufacture qui va très rapidement, même si c'est une fondation privée, c'est important de le comprendre, qui va très rapidement être soutenue par la couronne grâce à des privilèges qui dotent en quelque sorte cette manufacture d'une priorité ou d'une exclusivité sur la production de tel ou tel type de décor, par exemple. Et cette manufacture, installée donc à Vincennes au tout début, va effectivement déménager à Sèvres et va progressivement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, conquérir l'Europe, véritablement. Avec une histoire ici de la porcelaine à travers les manufactures, Lucie Chopard, ces collectionneurs du 19e siècle s'intéressent à ces pièces pour les replacer dans leur contexte. Il faut avoir un peu de porcelaine de la manufacture de Vincennes, un peu de porcelaine, si c'est possible, de la manufacture de Saint-Cloud, même si elle n'a pas duré longtemps. Il y a cette volonté-là ou est-ce une autre démarche ? Ça dépend des collectionneurs. À vrai dire, il y a un engouement pour la collection de porcelaine de manière générale, de céramike. Il y a un engouement pour la collection.
au 19e. On a une redéfinition du collectionneur aussi. Les valeurs qui sont associées à la collection vont changer. Et en ce qui concerne les collectionneurs de porcelaine de Chine, si j'ose dire, il y a une volonté d'afficher une forme de spécialisation, entre guillemets. Et pour Ernest Grandidier, il n'aura de cesse d'affirmer sa préférence pour la porcelaine. Et vous en avez parlé dans votre émission de lundi. Est-ce que c'est des grès porcelaineux? Donc lui, il va vraiment aussi s'attacher à ça, à dire non, moi je ne veux que de la porcelaine. Ma collection ne commence qu'avec les pièces de la dynastie des Song, parce que c'est là qu'il pensait que la porcelaine avait été mise au point. Et puis, voilà, vraiment cette volonté de marquer fortement l'identité porcelaine chinoise de sa collection. Il réunit un autre ensemble de céramiques japonaises, mais vraiment dans une moindre mesure. Il veut affirmer l'identité, voilà, du côté de cette porcelaine de Chine. Quelle différence y a-t-il entre cette porcelaine tendre et dure? Viviane Meski, vous l'avez tout de suite évoqué, il y a un peu de limitation avec la porcelaine tendre. À l'œil, on ne fait pas trop la différence. C'est à l'usage qu'on le voit. Absolument. Donc effectivement, ces porcelaines qui sont surnommées tendres et dures sont deux surnoms qu'on voit déjà apparaître dès le XVIIIe siècle, notamment, qui correspondent à des particularités des natures physico-chimiques, on pourrait dire, si on rentre dans les grands mots, des ingrédients en fait tout simplement qui sont différents, qui vont avoir pour conséquence des forces et des faiblesses, d'où le terme de pâte tendre et de pâte dure. Par exemple, donc la pâte tendre qui est cette porcelaine qui est produite en France, notamment à partir donc du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle majoritairement. Elle a plusieurs ingrédients, notamment de nature minérale, qu'on mélange, gypse, soude, sel également. On broie, on chauffe, on frite. On a besoin d'une frite, c'est vraiment le terme avec 2 T, je précise. Quand on chauffe ces ingrédients, on obtient une sorte de caillou qu'on va broyer et on va ajouter des matières calcaires, de la craie également, qui permet d'avoir un ensemble homogène. Cette pâte, elle a une caractéristique, c'est qu'on la cuit vers autour de 1100-1200 degrés. Donc c'est relativement élevé, mais finalement, c'est pas très, on dit qu'elle est très fusible, cette pâte de porcelaine, fusible parce qu'elles font quand même à des températures qui sont pas si hautes par rapport à la porcelaine dure. Et du coup, ça lui donne une certaine fragilité. Effectivement, on dit souvent que la porcelaine est dite tendre parce que si vous mangez un gâteau dans une assiette en porcelaine tendre, vous allez, avec votre couteau en acier, risquer de rayer la surface de cette porcelaine. Mais cette faiblesse, elle est accompagnée d'une grande force. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la porcelaine tendre, comme les Rothschild notamment, comme le démontre l'exposition et comme beaucoup de collectionneurs au XIXe siècle. Cette pâte tendre, du fait de sa nature physique, chimique, eh bien, elle accepte certaines couleurs. Qui vont fondre d'une certaine manière dans cette surface. Et donc, ces couleurs, notamment ces ingrédients, ils sont caractérisés par un éclat, une palette de couleurs de bleu, de vert, de rose extraordinaire que vont chercher les collectionneurs. A contrario, la pâte dure, qui est donc dure en quelque sorte parce qu'elle est plus résistante parce qu'elle a des ingrédients différents et notamment, vous en aviez parlé lors d'émissions antérieures, ce kaolin, cette argile blanche, très pure, très plastique, donc qui se travaille facilement, et d'autres ingrédients vont donner une certaine structure solide en quelque sorte à cette pâte de porcelaine dure qui cuit jusqu'à 1300-1400 degrés. Donc ce sont les 200 degrés qui font la différence en quelque sorte, qui donnent une résistance effectivement à cette pâte donc dite dure. Quand vous mangez en quelque sorte un gâteau dans une assiette en pâte dure, vous risquez beaucoup moins de rayer cette pâte dure. Mais à contrario, effectivement, la pâte dure, elle a cette résistance, mais aussi les décors notamment pénètrent beaucoup moins du fait de ce manque de fusibilité, du fait qu'il faille atteindre des températures très élevées. Les décors restent relativement en surface. Et ça se voit à l'œil avec l'expérience. Et ça se voit aussi dans l'exposition Sèvres, une passion Rothschild. Donc c'est Sèvres, évidemment, la manufacture. Et puis ça se passe au Gobelin à Paris. Parce que nous le voyons, il n'y a pas que des assiettes. Le risque avec la porcelaine tendre, c'est de rayer l'assiette, nous dites-vous. Mais alors, comme il y a des vases, comme il y a des objets qu'on pourrait qualifier de très beaux bibelots, non mais voyez, il y a ça aussi, la porcelaine tendre, elle a cette force exceptionnelle de pouvoir réaliser des objets qui ne sont pas destinés à être touché ou abîmé par un usage quotidien. Absolument. L'exposition dont vous parlez, donc Sèvres, une passion Rothschild, donc je suis co-commissaire avec Oriane Beaufils, qui est directrice des collections à la Villa et Frussier de Rothschild, retrace les collections en matière de porcelaine de Sèvres d'une grande dynastie de collectionneurs qui sont les Rothschild en Europe. Pas uniquement les Rothschild en France, mais les Rothschild en Europe. Et effectivement, l'exposition le montre très bien, je crois. On a des services en porcelaine, des objets utilitaires, des petites boîtes, des petits pots de toilette, mais on a aussi beaucoup d'objets d'apparat, d'objets totalement inutiles, mais c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces objets. Ce sont des objets extraordinaires par leur décor, leur beauté. Ce sont des vases, des garnitures, on dit, c'est-à-dire ces ensembles de vases qu'on disposait au XVIIIe siècle, mais comme chez les Rothschild au XIXe siècle notamment, sur les cheminées, sur les meubles, et qui viennent décorer et contribuer à l'ornementation précieuse des intérieurs.
Lucie Chopard, je comprends mieux ce que vous nous disiez sur la volonté de Grandidier de collectionner de la porcelaine dure, parce que lui, dans ce champ absolument gigantesque, dans cet univers de la porcelaine, il a une ligne de collection porcelaine dure, donc qui vient de Chine, qui vient du Japon. C'est vraiment cette réflexion-là, c'est de pas privilégier la porcelaine tendre. Mais il en a quand même. Ce ne sont pas des dénominations qu'il va employer lui-même, puisqu'en fait, la porcelaine de Chine, la question ne se pose pas, si j'ose dire. Elle est toujours dure. La question ne se pose même pas. Pour lui, ce qui est important, c'est que ce soit de la porcelaine, et c'est ce qu'expliquait aux invités lundi. Vraiment, avoir cette volonté de montrer ces porcelaines-là. Et je rebondis sur ce que disait Viviane, sur le fait de collectionner des objets inutiles. Grandidier, justement, il veut prouver que sa collection, elle est utile. En fait, il va vouloir donner sa collection au Louvre pour deux arguments qui vont accompagner sa donation. La première, c'est écrire une histoire de la porcelaine de Chine, qui se serait basée sur les objets, et je précise, disponibles à Paris. Et deuxièmement, servir d'inspiration pour les artistes. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivée à ce sujet-là, en me posant la question de l'imbrication de la collection et de la création. Et donc, Ernest Grandidier, il va vraiment arriver après d'autres collectionneurs parisiens, comme par exemple Jacques Marre ou Octave Dussartel, qui vont s'être intéressés à la porcelaine de Chine, mais qui vont aussi avoir cherché à la dater, à la classifier, à lui trouver toute une chronologie, tout en disant, et là on retrouve cette pensée très asymétrique, impérialiste de la seconde moitié du 19e, que seul un collectionneur parisien depuis Paris peut écrire cette histoire-là, qu'il ne faut surtout pas se baser sur les sources chinoises, etc. Et donc, il va vouloir écrire cette histoire, il va participer à cette historiographie de la céramique en publiant un livre en 1894, l'année même de sa donation, et ça commence à nous dire quelque chose de ce collectionneur qui se cherche un nouveau statut, qui se cherche une nouvelle... il était auditeur au Conseil d'État, entre les années 1860-1870. Il va être rentier après ça. Il va hériter de son père, notamment le château de Fleury-Mérogis, qu'il va vendre, d'après son frère Alfred Grandidier, pour acheter de la porcelaine. Donc voilà, c'est vraiment sa passion, ça devient complètement le sens qu'il va donner, j'ai presque envie de dire le sens qu'il va donner à sa vie. Ça va vraiment être son occupation principale. Et il faut qu'il montre que c'est utile, que ce n'est pas juste une passion comme ça... Avec aussi, on l'entend bien ici, une volonté d'écrire l'histoire de la porcelaine. C'est pas simplement une démarche esthétique dans sa collection. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui est à la fois dure et tendre. Avec les possibilités nouvelles offertes par la pâte dure kaolinique, employée simultanément avec la pâte tendre, les artistes de Sèvres étaient parvenus à réaliser des pièces de grande et de petite dimension, en sculpture comme en décoration, susceptible de satisfaire la clientèle la plus exigeante. Mais cette clientèle, aristocratique en majeure partie, s'évanouit à la Révolution. La chute de la royauté faillit faire périr la manufacture, alors dénuée de toute ressource. Le ministre de l'Intérieur voulait la supprimer, un curieux hasard la sauva. L'impératrice de Russie, Catherine II, s'était fait livrer un service demeuré célèbre par son importance, sa splendeur et sa nouveauté, car formes et décors se réclamaient de l'Antiquité. Or, la facture n'avait pas été intégralement soldée. Aussi, quand les 90 000 livres qui restaient dus tombèrent du ciel en 1793, le ministre changea-t-il d'avis et la manufacture vécut péniblement jusqu'en 1800. Oui, mais à partir de 1800, il y a Napoléon Bonaparte. Et là, les choses changent. C'est Léon-Georges Baudry que nous venons d'entendre. C'est un sculpteur. C'est aussi le directeur de la manufacture de Sèvres. Nous étions en 1951. Viviane Mesqui, cette histoire que vous nous avez racontée, donc la manufacture privée de Vincennes, qui devient manufacture royale, elle déménage à Sèvres, c'est bien cela ? Donc on est vraiment juste à côté de Paris. C'est une volonté royale de disposer d'une manufacture pour produire de la porcelaine. Absolument. Donc, effectivement, entreprise privée située à l'est de Paris, qui dès 1745 bénéficie d'un privilège, donc un soutien royal pour signaler le fait elle a une production. C'est la seule manufacture en France qui peut produire tel et tel type de production. Donc,
premier quand même geste symbolique important. Le roi s'intéresse de plus en plus à cette manufacture. On cite souvent le rôle de Madame de Pompadour, qui est la maîtresse puis fidèle amie du roi Louis XV, amoureuse de porcelaine et de Chine et de porcelaine allemande également, notamment de Meissen et de porcelaine française, va influencer, conseiller probablement le roi, c'est difficile de le mesurer en détail, mais contribuer ensemble à faire déménager cette manufacture donc de l'est de Paris à Vincennes vers l'ouest de Paris, à l'ombre de la cour, disait Pierre Henès, grand conservateur autrefois au musée du Louvre, à l'ombre de la cour, à l'ombre de Versailles. Donc Sèvres, c'est vraiment entre Paris et Versailles. Finalement, les voyageurs qui venaient rendre visite au roi, passant par Paris, passaient comme par hasard devant la manufacture avec cette grande façade qui existe toujours, tout à fait une façade palatiale pour abriter une manufacture effectivement exceptionnelle qui devient dès 1753, donc avant même de déménager à Sèvres en 1756, manufacture royale, et qui dès 1759 appartient en totalité, toutes les actions, si vous voulez, de l'entreprise sont propriété du roi. Et donc effectivement, on a déménagé en 1756 entre Paris et Versailles à Sèvres. Et à 2 pas du château de Saint-Cloud. À 2 pas du château de Saint-Cloud, à 2 pas également, effectivement, où il y avait eu cette production de manufacture de porcelaine, à 2 pas également de la résidence de Bellevue, qui appartient à Madame de Pompadour également, donc qui a clairement, très probablement, joué une influence dans ce déménagement à cet endroit stratégique. Quel est le sens de la volonté royale? C'est-à-dire accumuler de la porcelaine ou en faire un outil de prestige? On l'entend bien ici, il y a, dans l'extrait sonore que nous avons pu écouter, la volonté d'utiliser la porcelaine comme cadeau. Absolument. C'est assez stratégique. On est dans un paysage européen où beaucoup de princes, en France, en Europe, vont soutenir des manufactures parce qu'il y a clairement une mode, un engouement pour cette matière précieuse, décorative, extrêmement décorative. Donc il y a une sorte de course à la fondation des manufactures princières. Donc c'est dans ce paysage-là que Louis XV soutient davantage cette manufacture pour son propre usage, puisque la manufacture de Vincennes puis de Sèvres va produire assez rapidement des pièces de très grande qualité, mais également, bien sûr, on va utiliser ces productions très belles pour réaliser des cadeaux diplomatiques, envoyer notamment des vases et en particulier des services de table aux cours européennes, au Danemark notamment, par exemple, en Espagne, en Italie, et c'est un élément déterminant du rayonnement de cette manufacture dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui va clairement rivaliser avec et dépasser en quelque sorte, on pourrait dire de ce point de vue-là, les autres manufactures européennes. Donc c'est vraiment un outil économique et politique clairement de rayonnement de la France jusqu'à nos jours en quelque sorte. Quelle spécificité pour la manufacture de Sèvres? Quelle couleur utiliser? Quel motif récurrent? Ce qui fait la beauté de ces pièces, c'est d'abord la couleur de cette pâte qui est utilisée donc au XVIIIe siècle, cette pâte tendre qui est légèrement crémeuse. Moi, j'ai souvent l'image de glace à la vanille. Alors, elle n'est pas aussi jaune que ça, je vous rassure, mais ce côté onctueux, en quelque sorte, de cette pâte de porcelaine est sublimé par la palette de couleurs extrêmement riche qui vient couvrir cette surface. C'est rose, c'est vert, c'est bleu, parfois plus turquoise, parfois plus sombre, et surtout ces jeux de transparence. Il y a comme un dialogue entre cette pâte, cette glaçure, c'est-à-dire cette couche transparente qui vient rendre brillante la porcelaine, et ces couleurs extrêmement lumineuses, presque flashy, on pourrait dire. Et l'intérêt aussi de cette porcelaine, c'est qu'elle cuit. Donc les couleurs traversent les siècles et viennent jusqu'à nous. Par ailleurs, ce qui fait aussi la signature et la beauté de ces pièces produites à la manufacture de Vincennes puis de Sèvres, c'est l'or. Cet or extrêmement pur, extrêmement brillant, qui n'est pas seulement beau à l'œil, qui est surtout retravaillé après la cuisson pour révéler sa brillance. Et on vient dessiner des tas de petits détails dans cet or. C'est avec la technique du brunissage. On vient brunir, on dit, en frottant avec des pierres cet or, non pas pour le gratter, mais vraiment comme pour écraser les particules d'or, ce qui leur rend leur pouvoir réfléchissant et ce qui fait vraiment la beauté des pièces de Sèvres. Avec, et je l'ai évoqué, le moment Napoléon. Parce que la manufacture de Sèvres, devenue manufacture impériale, produit, et Napoléon Ier, empereur, utilise beaucoup les cadeaux diplomatiques, et pour son service, pour l'apparat, il a l'utilisation de vaisselle exceptionnelle. Enfin, le service particulier de l'empereur avec ce vert intense, cet or et ces tableaux à l'intérieur des assiettes. C'est-à-dire qu'il y a des peintres qui travaillent à la manufacture de Sèvres et c'est d'une précision absolument sidérante. Tout à fait, c'est assez extraordinaire, c'est vraiment assez caractéristique du règne donc de Napoléon Ier, l'essor de ces grands services, on dit encyclopédiques souvent, c'est-à-dire qu'on va produire des séries de services, plusieurs dizaines de pièces, qui à chaque fois, chacun, il faut imaginer au centre de l'assiette, vraiment un tableau, comme vous le dites. La bordure de l'assiette constitue une sorte de cadre doré, souvent effectivement les pièces produites sous le règne de
de Napoléon Ier sont souvent très riches en or. Et effectivement, on évoque, par exemple, dans le service que vous évoquiez, le service de l'empereur Napoléon Ier, certains épisodes du règne, certains monuments importants également. On a des vues du musée du Louvre. Une assiette a été achetée d'ailleurs par le musée du Louvre il y a quelques années. On a aussi des vues, par exemple, qui représentent la manufacture de Sèvres. Donc le Musée national de céramique a présenté il y a 2 ans une assiette très importante de ce service de l'empereur, qui est une assiette qui montre aussi le pouvoir politique, en quelque sorte, de la manufacture, de ces productions commandées par l'empereur. Et d'ailleurs, Napoléon Ier, pour la production de ce service, a été impliqué, associé dans le choix des scènes. Donc il y a vraiment une implication parfois du pouvoir, puisque effectivement, sous le règne de Napoléon Ier, on relance cette manufacture qui a beaucoup été fragilisée par la période révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle, qui est assez exsangue sur le plan économique. Donc on relance, et l'empereur, le pouvoir impérial, va soutenir considérablement cette manufacture à côté d'autres pour la relancer. Royal, ça va aussi, il était roi d'Italie, donc ça allait. Lucie Chopard. Les collectionneurs, pour bien saisir la démarche, disposent ici de pièces remarquables venues par exemple de Sèvres, des productions uniques, le service de l'empereur, chaque assiette est unique, ou alors des porcelaines collectionnées, alors venues de Chine parce que produites en Chine, ou alors venues de Chine parce que anciennes. Mais il y a plusieurs types de collections possibles à propos de la porcelaine. Oui, tout à fait. Comme je le disais, les collectionneurs vont se tourner vers ce qui retient leur attention, aussi ce que le marché leur permet. Dans le cas d'Ernest Grandidier, c'est une collection qui a été entièrement réunie à Paris. Donc on parle de plus de 6 000 porcelaines de Chine. On n'a pas de chiffre exact malheureusement. 6 000 porcelaines de Chine qui ont été entièrement, quasi exclusivement, achetées à Paris. Donc le marché, dans les années, des années 1870 aux années 1910, parisien, permet ces acquisitions. On a quelques achats en Allemagne, 3 je crois, quelques échanges, dont il y a un cadeau par exemple de Tchernouski à Ernest Grandidier qui va lui offrir une porcelaine de Chine. Il y a aussi, de manière plus minoritaire, mais ça existe, des liens avec des Français en poste en Chine, des missionnaires ou des membres du corps diplomatique. Et Grandidier va leur écrire et leur demander des pièces. Ils vont leur envoyer, moi c'est ce que j'ai trouvé au cours de mes recherches, les mêmes pièces que celles, parce que c'est ce qu'il veut. Et donc, il va collectionner ce qui lui est accessible, si j'ose dire. Mais ça ne l'empêche pas de penser qu'il peut écrire quand même cette histoire. C'est ce qui est paradoxal un petit peu dans le positionnement d'Ernest Grandidier. Et donc, il va avoir plus de 60% de sa collection qui proviennent en fait de 3 boutiques. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, c'est ici des échanges entre collectionneurs. En fait, non, simplement, ce sont des achats. Donc, tout un commerce qui existe déjà avec des boutiques spécialisées dans cette porcelaine. Exactement, donc Paris est vraiment une place importante de ce commerce. Il y aura, en Europe en tout cas, il y aura également Londres. J'ajoute également qu'il y a, moi, ce que j'appelle une épaisseur historique du marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas des pièces faites en Chine qui arrivent à Paris, qui sont vendues à Ernest Grandidier, si je schématise. On va avoir par Grandidier des achats de pièces qui parfois sont présentes en France ou en Europe depuis très longtemps. On sait que certains marchands parisiens maintenant s'approvisionnaient par exemple aux Pays-Bas, parce que endroits où se sont constituées des collections chinoises pendant très longtemps, du fait du commerce mis en place entre les Néerlandais et donc l'Asie. Donc voilà, il va y avoir aussi la mise en place de marchés intermédiaires. On sait par exemple que certains marchands parisiens de porcelaine de Chine s'approvisionnaient à ce qui s'appelait alors Constantinople. Donc on va avoir vraiment une circulation qui n'est pas du tout, je dirais, binaire. C'est pas Chine-Paris. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus entremêlé que ça. Avec tous ces collectionneurs, écoutez, ici nous allons entendre un antiquaire. C'est Pierre de Rigueny qui, en 1971, nous donnait les types de collectionneurs. Vous allez me dire si Grandidier, vous le retrouvez ici. Comment débute-t-on une collection de porcelaine ? C'est très difficile parce que il y a des clients qui sont collectionneurs et qui savent d'avance ce qu'ils cherchent. Ils sont spécialisés, par exemple, dans les statuettes ou dans les tasses ou dans des petits pots à crème ou d'autres, des assiettes. Et puis, il y a le collectionneur qui se promène et qui a le choc, qui ne fait pas du tout de collection au fond de porcelaine, mais il voit une pièce qui l'intéresse, il vient, il demande le prix et si c'est raisonnable, il l'achète. Mais alors ça, c'est un amateur. Ça, c'est un amateur. Mais il y a des collectionneurs, justement, qui font collection aussi bien de livres, de verreries, de porcelaine, qui font un peu tout. Et d'autres, des collectionneurs qui sont vraiment spécialisés. Alors, eux cherchent la pièce qui complète leur collection ou qui
va vraiment dans leur collection. Est-ce qu'il vous arrive de vendre des services à dîner, par exemple, vraiment pour être employé? On a vendu plusieurs services à dîner et souvent on vend 10, 12 assiettes comme ça pour s'en servir. Beaucoup de collectionneurs aiment dîner dans la porcelaine du 18e. Pour faire des très belles tables, ils achètent plusieurs séries d'assiettes tout à fait différentes même, et à chaque service, on change de service. C'est très amusant. Oh, puis c'est très coquet aussi de faire ainsi. Vous l'avez retrouvé, Lucie Chopard, votre collectionneur, dans cette galerie de portraits. Alors la difficulté qu'on a avec Ernest Grandidier, c'est qu'on n'a pas d'archives personnelles, pas d'archives privées qui auraient été conservées. Donc ce qu'on en connaît, c'est via des sources un peu plus distantes. Donc il y a sa correspondance avec les musées nationaux, il y a les mémoires de son frère, Alfred Grandidier. Donc voilà, on doit un peu reconstituer le puzzle. Et là, j'écoutais donc l'enregistrement qui parlait donc soit du collectionneur qui sait ce qu'il cherche, soit celui qui a le choc, etc. J'ai essayé en reconstituant justement ces acquisitions dont je parlais, qui ont eu lieu pendant plus de 40 ans à Paris, de discerner des motifs. Vous voyez, et essayer de savoir. Donc il y a une importance de l'habitude chez Grandidier, je le disais. 60% de sa collection de porcelaine de Chine vient de 3 enseignes. Celle de Laurent Elliot, celle des frères Zichel et celle de Siegfried Bing. Et donc, on va avoir un collectionneur qui a ses habitudes. Néanmoins, on trouve aussi donc c'est ce que j'appelle ces petits carnets. En fait, il a écrit la dénomination de chaque pièce, un petit numéro d'inventaire, il donne l'origine, donc l'endroit où il a acheté l'œuvre, et puis le prix, ce qui est aussi important pour lui, il reporte très consciencieusement pour montrer un peu la valeur, en tout cas pas l'investissement qu'il aurait mis dans sa collection. Et donc c'est plutôt un collectionneur d'habitude. Néanmoins, on a parfois des œuvres, des marchands des pièces qui sortent un petit peu de ces motifs qu'on arrive à lire. Et donc peut-être qu'il a eu aussi parfois, au cours de ses déambulations parisiennes, parce qu'elle habitait dans le centre de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, pas très loin finalement d'un certain nombre de boutiques, il a pu en effet acheter certaines pièces. Il y en a d'autres qu'il a cherchées pendant des années. Il va être attaché aux anciens noms. Je m'explique. Grandidier va être attentif à avoir certaines pièces qui proviennent de certaines collections, je dirais même de certains collectionneurs. Et je pense par exemple aux pièces qui viennent de la collection d'un chocolatier parisien qui s'appelle Marquis, François Philibert Marquis. Il va mettre en vente sa collection à plusieurs occasions. Elles vont créer un certain événement. Et Grandidier va chercher certaines pièces qu'il a remarquées lors des ventes, qu'il n'a pas réussi à acheter dans les années 1880. Il y arrive plus tard et il s'en vante. Il dit, j'ai pendant plusieurs années cherché ces pièces et quand on regarde les archives du collectionneur, on se rend compte qu'il les a achetées à un marchand. Donc elles ont circulé, etc. Mais lui va profondément associer ces œuvres-là au nom du collectionneur. Donc comme une sorte de preuve de bonne qualité, une sorte de prestige de la pièce qui est renforcée. Et puis il est connu des antiquaires qui connaissent aussi ses goûts et qui disaient « Ernest, viens voir, j'ai un truc pour toi. Ah, ça va te plaire, ça va être magnifique. » Viviane Mesqui, la passion Rothschild, Sèvres, une passion Rothschild, c'est l'exposition bien sûr, c'est aussi ce catalogue que vous avez dirigé avec Oriane Beaufils. Là aussi collectionneur, vous nous avez expliqué comment la porcelaine est devenue un outil de pouvoir par l'apparat, par les cadeaux et puis par le faste qui se déploie dans les palais impériaux puis royaux. Et dès lors, est-ce que ces collectionneurs naissent de cet apparat-là au sens où les élites ont le souhait de reproduire ce qui se passe au-dessus d'eux, on va dire, dans un schéma de distinction sociale. Et dès lors, les Rothschild ou alors Grandidier font de la porcelaine une belle collection, ça les inscrit dans l'élite. Absolument, il y a une forme de filiation comme ça des collections royales et notamment pour le cas de la France, les collections qui vont être dispersées, ce sont des milliers d'objets qui, dans le contexte de la Révolution, vont être dispersés sur le marché de l'art. Pour le cas des porcelaines de Sèvres, donc beaucoup vont partir, notamment il y a un goût très tôt, au début du 19e siècle, des Britanniques notamment. Beaucoup d'objets vont être acquis par George IV en Angleterre notamment. Les collections royales anglaises en témoignent encore aujourd'hui. Mais effectivement, très tôt, cette dynastie Rothschild, donc une dynastie véritablement européenne qui a créé notamment cette banque, en quelque sorte, cette activité bancaire qui va rayonner en Europe parce qu'on a plusieurs membres, plusieurs frères, notamment les 5 frères, qui vont fonder des succursales de la banque Rothschild en Europe, vont, grâce à leur fortune, l'investir diversement et notamment dans la collection
collection d'objets d'art aussi pour s'inscrire dans cette filiation. Effectivement, ces objets de pouvoir, ces objets précieux sont un symbole de cette élite sociale, qu'elle soit royale ou de cette élite sociale du 19e siècle, de la très haute bourgeoisie. Et effectivement, donc c'est vraiment cette question de la filiation. Et puis c'est une idée de mise en scène d'une certaine manière. Vous mettez en scène votre puissance, votre ascension sociale. Je pense notamment à James de Rothschild, qui est fondateur donc de la filiale française de la banque Rothschild, qui arrive dans les années 1810 à Paris et qui très tôt va devenir un très très grand collectionneur, notamment investissant ses moyens dans cette collection. Et ce sont les plus belles collections, notamment de porcelaine de Sèvres, mais pas uniquement. Les Rothschild sont des immenses collectionneurs, c'est fascinant. Et nous avons vraiment ici, avec ce profil de Rothschild, la personne qui s'inscrit dans l'élite par ses possessions, l'hôtel particulier comme il va bien, la résidence en province, les domestiques, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'argent. Dans le cas d'Ernest Grandidier, c'est la même chose, c'est quelqu'un de fortuné. Malgré tout, on sent que la passion ici est un peu dévorante parce que Lucie Chopard, vous nous avez dit qu'il avait quand même vendu un château pour continuer à accumuler de la porcelaine. Oui, tout à fait. Alors je rebondis sur ce qu'expliquait Viviane et cette idée de filiation royale. Grandidier, en effet, va constituer cette collection. Alors, il vend son château de Fleury-Mérogis en 1888 au grand désespoir de son frère que je mentionnais juste avant. Donc, dans ses mémoires, alors qu'ils sont à prendre comme des sources un peu chargées d'émotions, il explique, il est déçu en fait que son frère aîné, parce que Ernest est l'aîné, vendent le château que leur père avait réussi à acheter. Leur père était notaire et donc il a acquis ce château. Avec le château, il est devenu maire aussi du village. Enfin voilà, il y a tout un nouveau statut qui s'est créé, et donc il va vendre ce château. Alfred Grandidier nous dit, sur les conseils de Philippe Zichel, le marchand, pour acheter de la porcelaine. Il dit, Philippe Zichel serait venu au château, il aurait soufflé l'idée à mon frère qu'en vendant son château, il aurait encore plus de porcelaine. Mais je reviens aussi sur le fait que Grandidier donne au Louvre. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que comme argument, il explique entre autres que c'est pour inspirer les artistes, ce qui n'est pas, a priori, les artistes céramistes et verriers, ce qui n'est pas vraiment tout à fait la ligne que choisissait le Louvre, temple des beaux-arts, si j'ose dire. Et donc cette question du cadeau royal. Donner au Louvre, c'est s'inscrire à la suite des cadeaux royaux, des collections royales, et le symbole est tout autre. Oui, parce que c'est un symbole très très fort, de faire entrer de la porcelaine au Louvre, déjà un symbole qui nous fait réfléchir à la place de la porcelaine et des arts asiatiques dans l'univers européen du 19e siècle. C'est toute une réflexion aussi sur la provenance de ces porcelaines, parce que nous l'avons bien dit, il y a de la production en Europe et pour la France à la manufacture de Sèvres. Et puis il y a toutes ces porcelaines anciennes déjà arrivées en Europe depuis longtemps, et puis d'autres qui arrivent soudainement. C'est le cas au 19e siècle, au moment où est pillé le Palais d'été. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le Palais d'été. L'art a deux principes. L'idée, qui produit l'art européen, et la chimère, qui produit l'art oriental. Le Palais d'été était à l'art chimérique ce que le Parthénon est à l'art idéal. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Ce n'était pas comme le Parthénon, une œuvre rare et unique, c'était une sorte d'énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissaient le Palais d'été, Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le Palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, 2 bandits sont entrés dans le Palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse à ce qu'il paraît. Une dévastation en grand du Palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. Devant l'histoire, l'un des 2 bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. C'est ce qu'écrit Victor Hugo dans sa lettre depuis Hauteville House le 25 novembre 1861. C'est une lecture de Daniel Königsberg. Ici, Victor Hugo qui dénonce le sac du Palais d'été avec l'arrivée d'énormément de porcelaine
En Europe, c'est par milliers de pièces. Alors en Europe et même au-delà, ces pièces-là, on les retrouve partout. Lucie Chopard, ce sac du Palais d'été, mais ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Ça montre aussi l'intérêt qu'il y avait en Europe pour la porcelaine. L'impératrice Eugénie en collectionne, on en retrouve un peu partout. Oui, alors là, on se réfère quand même à un pillage extrêmement violent du palais d'été, parce que l'image des deux bandits, peut passer un peu sous silence les atrocités commises. Donc de ce palais d'été des empereurs de Chine, le Yuan Mingyuan, au cours de la Seconde Guerre de l'opium. C'est un pillage, donc c'est des butins de guerre qui sont constitués. Des objets qui vont être apportés en tant que prise de guerre par les deux armées, entre guillemets de manière officielle, et puis sûrement des objets pillés aussi par les soldats, et qui vont être amenés en France. En France, il va y avoir une présentation de ce butin qui est offert à l'impératrice Eugénie, au pavillon de Marsan, et cette présentation, elle va être intensément commentée. Il n'y a pas uniquement des porcelaines dans ce qui est ramené, il y a beaucoup d'émaux cloisonnés par exemple, et donc il va y avoir ensuite des ventes. Il y a eu des travaux récents de Christine Ovald, de Léa Saint-Raymond, et puis je pense qu'il y a d'autres choses qui vont être bientôt publiées. Les travaux, par exemple, de Louis Tissacotte ou Pauline d'Abrijon, justement sur la présence, la circulation de ces objets qui proviennent des résidences des empereurs de Chine. Pour la collection Grandidier, on n'a pas d'étude formelle qui est publiée. Il y en a peut-être. Néanmoins, beaucoup de commentateurs de ces collections de porcelaine de Chine du 19e vont faire de cette mise en circulation de pièces qui n'avaient pas vocation à être mise en circulation, et c'est pas peu dire, un tournant du goût. Plusieurs collectionneurs vont écrire avant n'arrivent les pièces du Palais d'été. On ne nous envoyait que des pièces faites pour le marché extérieur. Il y a toute cette production chinoise fait pour les marchés extérieurs, et les collectionneurs, quand ils vont découvrir, ils vont se sentir un petit peu lésés. C'est-à-dire, ils vont dire, mais nous, on a collectionné que de la Crax porcelaine, que vraiment des pièces faites pour l'Europe, et donc c'est pas le vrai goût chinois. Grandidier revient là-dessus. Dans son ouvrage, il dit qu'il cherche le vrai goût chinois. Et lui, ça va le tourner de manière assez surprenante, vers le 18e. Et il y a une double lecture qui va se faire, à la fois le 18e français, à la fois le 18e chinois. Je m'explique. Pour lui, le 18e, c'est l'excellence technique, alors ce qui est en grande partie vrai pour la porcelaine de Chine. Et puis, ça le tourne aussi, et là, je reviens sur ce qu'expliquait Viviane un peu plus tôt, vers le 18e et les collections aristocratiques, en fait, françaises. Puisqu'il le dit, et Octave Dussartel le dit aussi dans son livre, collectionner la porcelaine de Chine, c'est pas un caprice, c'est s'inscrire à la suite d'autres grands amateurs, aristocrates. Et ça les renvoie aussi à une sorte d'âge d'or français, l'âge d'or de la production de porcelaine française aussi. Et c'est tout ce qui va se jouer. On a vraiment des pièces qui prennent des nouvelles, qui ont des nouvelles lectures, un nouveau récit qui leur est attaché. Avec une évolution du goût liée à l'arrivée massive de ces porcelaines anciennes chinoises qui n'étaient pas destinées, vous l'avez bien dit, au marché européen, quand la Chine produisait beaucoup pour l'Europe, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment la Chine a pu produire dans le goût européen. Viviane Meski, quant à la manufacture de Sèvres, la production, elle, est originale au sens où elle répond au goût, aux attentes du moment, et pourquoi pas des collectionneurs. Dans le cas des Rothschild, il y a un goût particulier, il y a des pièces qui plaisent plus que d'autres. Clairement, c'est ce qu'on souligne d'ailleurs dans cette exposition. Il y a des portraits individuels, je dirais, dans cette famille, parce que on parle des collections Rothschild, mais en fait, ce sont plein d'individualités. Il y a donc des portraits individuels, mais en même temps des goûts communs au sein de cette famille européenne, en particulier des fonds de couleurs vert et rose, les fonds roses et verts qu'on appelle apple green au 19e siècle, et rose pompadour également pour le rose. Ces fonds roses et verts sont appréciés, collectionnés, recherchés par les membres de la famille. Vous avez des pièces qui sont couvertes de rose, d'autres de fond vert, et puis d'autres de rose et vert, donc ce qui est une vraie prouesse technique également. Tous ces objets du XVIIIe siècle, c'était très complexe de réaliser ces fonds de couleurs qui étaient parfois posés à l'état de poudre, qui fondaient ensuite au cours de la cuisson pour se révéler véritablement à l'issue de la cuisson. Et donc c'est toute cette palette de couleurs notamment qui est appréciée par les collectionneurs le siècle suivant, au 19e siècle, notamment par les Rothschild. Donc effectivement, ça c'est vraiment une communauté de goût. Mais en même temps, on souligne par d'autres individualités, par exemple Béatrice de Rothschild,
qui est la petite fille de James que j'évoquais tout à l'heure, donc de la branche française. Béatrice, elle, dont on voit beaucoup de ses collections du coup à la Villa Efrussi de Rothschild, elle se distingue par exemple au sein de cette dynastie de grands collectionneurs par son goût pour les pièces à camailleux-carmin. Le décor camailleux-carmin, c'est un décor monochrome, carmin c'est-à-dire rose, mais un rose qui peut être qui tend parfois vers le violet, vers le violine, parfois un rose plus pâle, et donc elle a plus de 200 pièces dans ses collections avec ce motif-là qui est très abondamment produit dans les années 1750 à la manufacture de Vincennes et Sèvres et donc affectionné par Béatrice de Rothschild. Vous m'avez donné envie d'aller faire un petit tour sur la Côte d'Azur du côté de Saint-Jean pour avoir leur service en porcelaine. Là, on est quand même dans une toute autre mesure. Viviane Mesqui, vous nous présentez cette villa et cette collection. C'est incroyable, hein, cette démarche-là de faire un écrin nécessaire pour exposer ces porcelaines. Absolument. Donc Béatrice fait partie de cette grande branche française de la dynastie Rothschild. Elle va vivre dans plusieurs résidences. Elle a notamment un hôtel particulier à Paris, avenue Foch. Elle se rend régulièrement chez ses parents au château de Ferrières, mais elle a également des résidences à Monaco. Et elle fait construire effectivement au début du XXe siècle la Villa Efrussi de Rothschild, qui est ouverte depuis 1938 au public, premier musée Rothschild en Europe, dans le monde, que dis-je. Et donc effectivement, elle va faire par son legs en 1934 à l'Académie des Beaux-Arts, elle va faire rassembler dans cette villa, qui évoque vraiment des villas vénitiennes, villas italiennes. Elle va faire rassembler à peu près 6000 objets de ses collections dans cette villa qui a donc ensuite ouvert au public. Ça, c'est aussi quelque chose dont on a parlé avec Ernest Grandidier pour le Louvre. Eh bien, c'est quelque chose qui est aussi caractéristique de la famille Rothschild en Europe. Cette générosité, cette philanthropie finalement, qu'on souligne d'ailleurs dans l'exposition, de transmission, ce souci de transmission aussi de ces collections pour qu'elles soient ensuite accessibles aux visiteurs, au public. Et donc, en 1934, la baronne, en mémoire de son père Alphonse, qui était membre de l'Académie des Beaux-Arts, va effectivement transmettre cette collection qui est composée d'objets d'art, de tapisseries, de tapis, de mobilier du XVIIIe siècle et de près de 1000 porcelaines de Sèvres. Une collection accessible au public et puis une collection qui soutient des savoir-faire anciens, toujours menacés parce que cela dépend d'une clientèle particulière, une clientèle qui a de l'argent bien sûr. Et Viviane Mesqui, cette démarche-là, c'est aussi celle de la manufacture aujourd'hui nationale de Sèvres, hein, c'est maintenir ses savoirs. Absolument. Et d'ailleurs, les Rothschild ont contribué à la connaissance. Ils ont aussi fait publier en partie leur collection par la transmission au sein de la famille ou jusqu'aux collections publiques parfois. Ils contribuent à la protection, mais à la connaissance également de ces objets. Et effectivement, aujourd'hui, l'enjeu de cette exposition, l'enjeu de la manufacture de Sèvres, c'est de préserver, de maintenir ces savoir-faire, parfois de les réactiver. Puisque on prend un exemple dans l'exposition, en exposant notamment un pot-pourri à vaisseau, c'est ce nom un peu technique d'un pot-pourri en forme de bateau, tout simplement, qui a été réalisé au XXIe siècle, donc à la Manufacture nationale de Sèvres, qui était l'idée en quelque sorte de se confronter, je dirais, aux gestes des artisans du XVIIIe siècle en relançant la production après des années de recherche finalement au XXIe siècle pour retrouver telle forme, tel modèle, telle couleur. On se confronte en quelque sorte à ces savoir-faire qu'on préserve parfois, mais parfois qu'on a pu perdre. Et donc c'est un vrai enjeu de sauvegarde puisque quand même la Manufacture nationale de Sèvres, c'est un lieu unique au monde avec des savoir-faire où tout est fait à la main. Vous avez des métiers très spécialisés. Un objet comme celui que je viens d'évoquer, le pot-pourri à vaisseau ou une assiette même, passe par des dizaines d'ateliers. C'est un travail long, mais quand on visite ces ateliers, c'est tout à fait extraordinaire de comprendre cette dextérité, ces savoir-faire. Il y a le Musée national de céramique à Sèvres, justement. Juste à côté de la manufacture, absolument, qui a fermé depuis le 1er janvier pour rénovation. Donc on se lance là dans un grand travail de rénovation, mais justement l'exposition permet de montrer pendant la fermeture un certain nombre d'objets du musée. Et l'exposition est au Mobilier National, c'est-à-dire au Gobelin. Il ne faut pas se tromper. À la Galerie des Gobelins à Paris. La Galerie des Gobelins à Paris, avec Lucie Chopard. La question de savoir, avant de donner sa collection au Louvre, Ernest Grandidier conservait ses billets de pièces chez lui. Il avait fait la même chose que du côté des Rothschild, c'est-à-dire construire un écrin sublime pour la mettre en valeur, ou alors il cachait ça un peu comme il pouvait dans la cave, sous le lit. Vous croyez pas si bien dire. En fait, les maigres traces qu'on a de la présentation de la collection avant qu'elle soit donnée au Louvre nous indiquent qu'il gardait tout dans son appartement parisien, pas dans son château, qu'il a vendu en 1888. Il va tout garder dans son appartement parisien, entassé, complètement entassé. Il y a
3000 pièces à peu près en 1894 quand il donne son ensemble au Louvre. Il va continuer de l'enrichir après. En tant que conservateur, il va continuer d'acheter des pièces. Mais pour revenir à la présentation qu'il y avait dans son appartement, on sait simplement que à un moment, il avait entassé les pièces japonaises pour pouvoir montrer les porcelaines chinoises un petit peu mieux. Il l'explique en fait aux administrateurs des musées nationaux qui ont besoin de venir voir la collection en amont de la donation. Et on sait aussi, et ça c'est très important pour le 19e, qu'il avait des vitrines, des meubles vitrés. Il va les donner en même temps que ces pièces. Donc dans son acte de donation, on a la liste énorme des pièces qu'il donne et puis à la fin la mention de ses vitrines. Pas assez malheureusement pour la présentation au Louvre. Donc il va falloir refaire faire des vitrines avec la question qui agite toujours les conservateurs du Louvre. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Mais oui, bien sûr. Puis, ce qui agite les conservateurs du Louvre aussi, c'est déjà, faut-il accepter la collection ? Non, parce qu'on va pas se ramasser toute la vaisselle d'un monsieur qu'on connaît à peine en se disant mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Et dès lors, il faut un rapport adressé à monsieur le directeur. Monsieur le directeur, conformément à votre désir, j'ai l'honneur de vous adresser un court rapport au sujet de la collection de céramique de l'Extrême-Orient que monsieur Grandidier est disposé à offrir au musée du Louvre. La collection, réunie depuis plus de 20 ans par monsieur Grandidier, se présente comme un tout complet, comme une réunion méthodique à laquelle il y aura bien peu de retouches à faire pour la rendre parfaite. Et ces additions, vous n'ignorez pas, monsieur le directeur, que le donateur lui-même se charge de les faire. Monsieur Grandidier a voulu, tout en réunissant une série chronologique depuis l'époque où paraît la porcelaine en Chine, au 9e ou 10e siècle, montrer aussi des spécimens hors ligne de toutes les formes que les Chinois ont su imposer à cette admirable matière. Peut-on rêver une source d'enseignement plus féconde qu'une série parfaite de ces fameuses porcelaines que tous les potiers d'Europe copient, avec des succès divers, depuis 300 ans ? Je suis convaincue qu'un si patriotique et si généreux exemple ne saurait rester isolé dans un pays où donner au musée est depuis longtemps une habitude. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mon respectueux dévouement. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un rapport adressé au directeur du musée du Louvre. Nous étions en novembre 1893. C'est une lecture d'Oriane Delacroix. Dans cette démarche-là, il y a tout de suite la prise en considération de la valeur de cette collection, sachant, Lucie Chopard, que parmi ces milliers de pièces, elles n'ont pas toutes la même valeur historique ou esthétique. Ou technique, oui, tout à fait. En fait, on a du mal à faire des généralités sur cette collection tellement elle est vaste et diverse. Et aujourd'hui, ce qui est présenté au 2e étage du musée Guimet à Paris, dans les salles, ce qu'on appelle les salles Grandidier, c'est un tout petit fragment de cette collection, une sélection. Et de même, il y a un site en ligne qui présente les chefs-d'œuvre de la collection Grandidier. C'est seulement 2000 pièces sur les 6000 que j'évoquais. Il y a beaucoup de choses. Il y a des chefs-d'œuvre sûrement de provenance impériale, comme on a des assiettes achetées quelques francs et qui sont dans les réserves pour raisons assez compréhensibles. Je voulais revenir sur cet extrait et deux aspects qui sont intéressants. L'idée d'encourager la donation qu'évoque le conservateur, c'est une manière pour les musées nationaux de continuer de s'enrichir à moindre coût, d'accepter les donations, d'encourager les donations. Et il y a cette pensée qui va se développer de dire si on refuse des donations, les autres collectionneurs ne voudront plus nous donner. Il y a aussi l'idée que cette collection, ça il le dit, donc c'était pas cité dans le rapport, mais cette collection ne doit pas être dispersée, elle ne doit surtout pas partir en Angleterre. On est à nouveau dans ces rivalités européennes qu'évoquait Viviane plus tôt, cette fois-ci qui se joue sur le plan des musées, qui se joue sur le plan du patrimoine, qui se joue aussi sur le plan du savoir. Il faut réussir à montrer que l'on sait étudier, que l'on sait, etc. Et puis l'idée aussi d'en faire une source de savoir nouveau pour les céramistes, elle se fait à un moment où, je parle sous le sous le contrôle de Viviane, c'est chercher dans la seconde moitié du 19e une nouvelle palette de grands feux
à la manufacture de Sèvres et également des nouvelles études de ces porcelaines. Ça ne s'arrête pas finalement au XVIIe et XVIIIe, au XIXe ça continue. Et on va également avoir des céramistes qui vont chercher à percer les secrets de ces flambés, ces flammés au rouge de cuivre chinois qui n'étaient pas maîtrisés en Europe. Je pense par exemple au travail qui se fait à la manufacture, à Théodore Deck, à Ernest Chaplet. Avec ici toutes les innovations qui ont lieu, c'est le cas à la manufacture impériale, puis royale, puis nationale de Sèvres. Dans cette histoire-là, Viviane Meski, on le voit très très bien à l'exposition Sèvres, une passion Rothschild, c'est qu'il y a ces pièces majeures. Ces pièces majeures, celles produites pour l'apparat, alors tant pour le pouvoir, impérial ou royal, voire national. Puis il y a ces pièces pour les collectionneurs, mais il y a aussi, il ne faudrait pas l'oublier, toute cette production pour l'usage, tout simplement, ces énormes services à vaisselle, je ne sais pas combien de pièces, où ça se décline avec la saucière, avec la soupière. C'est ça aussi, cette porcelaine. Absolument, il y a les objets décoratifs, les objets d'apparat, mais les objets utilitaires pour la toilette, pour la table. Donc on produit des services qui, au XVIIIe siècle, pouvaient comporter une dizaine de pièces, mais parfois ce sont des services comme le service livré pour le roi Louis XV au château de Versailles, le service bleu céleste avec cette couleur bleue un peu turquoise. Ce service, c'est près de 1700 pièces. Vous avez environ 1200 sculptures qui ornent la table au moment du dessert, porcelaine blanche, notamment laissée blanche, et puis vous avez près de 500 pièces de service, des plats, des assiettes. Et justement, à l'occasion de l'exposition, on a dressé une table tout à fait extraordinaire avec des pièces qui sont en collection publique française aujourd'hui, au château de Versailles notamment, mais d'autres qui sont en collection privée, qui n'ont jamais été montrées au public. Toutes ces pièces sur cette table sont uniquement des pièces avec le service livré au roi Louis XV, donc dans les années 1750 pour le château de Versailles, service dispersé à la Révolution et dont plusieurs membres de la famille Rothschild ont cherché des pièces en quelque sorte. Donc les différentes pièces qui sont sur cette table de fête en quelque sorte dans l'exposition célèbrent aussi cette concurrence presque au sein de la famille Rothschild pour collectionner des objets venant de ce service un petit peu mythique, premier service produit par la manufacture encore installé à Vincennes. Et y a-t-il des pièces anciennes venues de Chine dans la collection des Rothschild ou est-ce vraiment, en l'occurrence ici, surtout une collection autour de Sèvres et de ses productions absolument sensationnelles? Dans l'exposition, on met vraiment en avant le goût pour cette porcelaine de Sèvres. Mais effectivement, les Rothschild ont tout collectionné, des objets d'art européens, mais également des porcelaines de Chine, des lacs, etc. Ils ont tout collectionné. Ce sont des collections internationales. Donc ici, on voit bien dans l'exposition, d'ailleurs, on montre des aquarelles de Eugène Lamy, pour certaines qui n'ont jamais été montrées au public. Eugène Lamy étant un grand peintre d'histoire qui va devenir en quelque sorte un décorateur d'intérieur pour la famille Rothschild en France, notamment. Travaille pour James de Rothschild au château de Ferrières. Et dans ces aquarelles extraordinaires, on voit des porcelaines de Chine qui dialoguent, monumentales d'ailleurs, qui dialoguent avec des pièces de mobilier, avec des porcelaines de Sèvres. Donc l'exposition se concentre sur la porcelaine de Sèvres, mais tout cela dialoguait avec des pièces d'orfèvrerie, des ivoires, des objets extrêmement variés et des porcelaines de Chine, bien entendu. Oui, parce que les collectionneurs, les collectionneuses sont des gens qui maîtrisent bien leur sujet. Quand on collectionne, très vite, on devient expert. Si l'on est en fait sérieux, et c'est vraiment le cas d'Ernest Grandidier, Lucie Chopard, on l'entend bien. Lui, sa volonté, vous nous l'avez dit, c'est d'écrire une histoire de la porcelaine chinoise avec cette grande connaissance sur ce qui s'est passé. Donc comment est née l'histoire de la porcelaine, etc. Et puis ce qui se passe au même moment, ses petits collègues collectionneurs. Les collections publiques ou privées présentent les mêmes vides. L'amateur anglais préfère les vieilles qualités du temps d'Hemming. L'américain aime la fabrication raffinée du XVIIIe siècle. Sa passion dominante le pousse vers le monochrome qu'il voudrait accaparer et drainer à son profit exclusif. En Europe, nous sommes plus modérés dans notre engouement pour les monochromes et nous réservons nos plus chères affections pour la porcelaine décorée d'émaux multicolores. Quant à moi, je suis éclectique. Pour écrire utilement l'histoire de l'art de la céramique, il faut rechercher ce qui est beau ou intéressant, sans repousser ni mépriser aucune époque, de manière à élargir l'horizon le plus possible. Les potiers chinois ont su se plier, avec une facilité et une adresse incroyables, aux exigences, au goût des acheteurs du monde entier. Vers la fin du XVIIe et pendant le cours du XVIIIe siècle, ils ont exécuté des services de table complets et des vases d'ameublement pour nos grands seigneurs et nos financiers opulents. Déchiffrer ces hiéroglyphes d'une nouvelle espèce, telle est la tâche que j'entreprends aujourd'hui. La céramique chinoise.
Ernest Grandidier, en 1894, une lecture d'Henri Leblanc, blanc comme la porcelaine. Ici, vous avez Lucie Chopard. L'aboutissement, en fait, de sa destinée à Grandidier. Il a donné sa collection au Louvre, il écrit son histoire de la porcelaine. Et c'est un moment très fort, ce 19e siècle. Par la suite, l'engouement pour la porcelaine dure encore chez les collectionneurs, ou est-ce que on voit des évolutions? Parce que lui, il a ce tournant-là, c'est magique. Exactement. Quand il écrit son ouvrage et qu'il donne ses pièces au Louvre, en fait, il arrive un petit peu trop tard. Malheureusement, les recherches que j'évoquais de Deck, de la manufacture de Sèvres, de Chapelet, sur ces couvertes chinoises et qu'il espérait inspirer quand il dit qu'il veut servir d'inspiration pour les artistes, c'est aussi ça. Il arrive un petit peu tard. Il arrive après, en termes de publication, les ouvrages de Jacquemart et de Dussartel qui vont apporter plus. Son ouvrage, finalement, va pas être autant retenu que ça, mais ça pose un statut, mine de rien. Et puis surtout, en se concentrant sur la porcelaine de Chine et en étant très intéressé par les porcelaines polychromes, finalement, il ne prendra pas le tournant du goût début 20e qui les tourne vers les monochromes. Et grâce à lui, on sait la valeur aussi de toutes ces porcelaines, cette valeur qui est très vite repérée, Viviane Mesquy, parce que cette collection Rothschild, est accaparée durant la Seconde Guerre mondiale, spoliée par l'Allemagne nazie, et pas seulement l'Allemagne nazie d'ailleurs, par les Français alliés aux nazis. Absolument, il y a une section d'exposition qui souligne finalement ce pillage un petit peu systématique et presque méthodique, bien sûr, de l'occupant, en tout cas pour le cas de la France, de l'occupant allemand, de l'Allemagne nazie, dans un contexte de politique antisémite, mais pas uniquement, effectivement. Le régime de Vichy a également été acteur de ces spoliations. Donc, il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui encore, un certain nombre d'objets des collections Rothschild, mais également d'autres familles juives notamment, n'ont pas été retrouvés, réidentifiés, restitués. Et justement, à l'occasion de cette exposition, j'ai pu identifier dans les collections du Musée national de céramique un certain nombre d'objets qui avaient été comme sortis des radars de la spoliation. On essaye de le comprendre pourquoi. Un ensemble d'objets qui avaient été préemptés par le Musée national de céramique en 1941 dans les collections de Henri de Rothschild. Donc Henri de Rothschild, c'est un grand médecin qui passe, grand médecin et bibliophile notamment, qui passe toute sa vie en France et qui va effectivement subir cette loi du 23 juillet 1940, loi dite de déchéance de nationalité, qui est votée, signée par le maréchal Pétain, par le régime de Vichy, qui cible les Français qui ont quitté le territoire français entre le 10 mai et le 30 juin, au moment où les Allemands arrivaient en France en réalité. Et la conséquence de cette loi, c'est que les biens de ces personnes, dont les premières victimes d'ailleurs sont des membres de la famille Rothschild, mais Charles de Gaulle a également été victime de cette loi de déchéance de nationalité, était la mise sous séquestre de leurs biens, la vente par l'administration des domaines, et à la veille de la vente, en quelque sorte, si vous voulez, les musées nationaux ont obtenu la possibilité d'exercer un droit de préemption, donc de priorité en quelque sorte sur ces biens. La plupart ont été, même tous, je dirais, restitués au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de cet ensemble que j'ai donc identifié au Musée national de céramique, pour lequel on a fait une proposition de restitution. Une exposition, c'est pour faire avancer la recherche, c'est pour ce que vous venez d'évoquer ici, Viviane Mesquy, et puis c'est aussi pour le plaisir des yeux. Donc il y a l'exposition que nous avons citée, Sèvres, une passion Rothschild, et puis le livre, je dis pas le catalogue parce que c'est un livre, Sèvres, une passion Rothschild, que vous avez co-dirigé avec Oriane Beaufils, qui est un livre absolument impressionnant. Fallait bien ça pour de la porcelaine, et on a bien compris, après la suite, c'est aller au musée Guimet à Paris, aller du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour voir la Villa Rothschild. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, Porcelaine de Limoges, la fabrique d'une image de marque. Pour le regard, pour la beauté, Porcelaine de Limoges. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Julien Moulet, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix, émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.